Donc la Russie. La Russie aujourd'hui, la Russie et la France. Deauville, il y a quelque temps, la présence du président Medvedev avec le président français, Madame Merkel. On a l'impression d'un retour en force de la puissance russe. Retour en force marqué notamment par la réponse positive de Medvedev à l'invitation de l'OTAN. Et il se rendra à Lisbonne lors du sommet de l'OTAN qui aura lieu d'ici quelques semaines, au mois de novembre. On pourrait s'arrêter là et dire la Russie en puissance, la Russie en gloire avec son passé très apprécié en France lors de toutes les commémorations, célébrations, expositions, etc. sur l'année de la Russie. Personnellement, je ne suis pas aussi optimiste et donc je me suis demandé pendant quelque temps dans l'écriture de mon ouvrage Que veut la Russie, ce que effectivement voulait la Russie, ce que pouvait la Russie, ce que nous voulions de la Russie avec la Russie, ce que nous pouvions avec ou sans ou contre, en partenariat, en compétition ou en containment, même si ce langage a une connotation décisivement guerre froide. En premier lieu, je voudrais revenir, parce que je crois qu'on ne peut rien comprendre à la Russie de Medvedev et de Poutine, surtout peut-être du Premier ministre, si on ne reprend pas la mémoire de l'état des lieux des années 89-91. Je pense que tout à notre optimisme de la liberté retrouvée face aux images de la chute du mur de Berlin, face à l'idée de Fukuyama, la finalité de l'histoire, c'est la victoire universelle de l'Occident et de l'homme occidental dans sa nature, qui serait une nature universelle, qu'on a oublié qu'à l'Est, au-delà des cris libertate en Roumanie par ailleurs, il y avait un univers idéologique, économique, écologique, mental, militaire, territorial qui s'effondrait. Et qui s'effondrait en 2 ans, alors que la Russie, l'URSS, avait été la puissance de l'histoire de la guerre froide avec la Chine. Mais avant la Chine, la puissance partenaire de la plus grande puissance qui était les États-Unis. Et je crois que nous n'avons pas mesuré cet effondrement, cette décomposition contre lesquelles lutte la Russie aujourd'hui. Et elle pense pouvoir, depuis notamment la présidence de Poutine, poursuivie donc aujourd'hui avec Medvedev, recomposer une puissance qui a été décomposée. Je rappellerai brièvement des chocs et des fractures qui expliquent aujourd'hui des susceptibilités et parfois des dérapages de langage chez les Russes lorsqu'ils se permettent d'être assez blunt, et ils le sont lorsqu'il s'agit du représentant de la Russie à l'OTAN, Rogozine, qui nous insulte régulièrement. Ces dérapages s'expliquent non pas par un tempérament ou un coup de vodka en trop, mais vraiment par une mémoire qui est une mémoire blessée. Je donne quelques exemples. Catastrophe territoriale. Qui pouvait imaginer, en tout cas aucun Russe ne pouvait imaginer, que l'Ukraine deviendrait indépendante. L'Ukraine, c'est la petite Russie. Et à Paris, mes amis du ministère de la Défense, où je n'étais pas encore consultante en 1991, me disaient « Jamais Gorbatchev n'acceptera l'indépendance de l'Ukraine. Il ne faut pas l'indépendance de l'Ukraine. » Nous savons qu'aujourd'hui, les relations sont très améliorées et très amicales entre la nouvelle présidence ukrainienne et la Russie. Deuxième décomposition, la décomposition militaire. On le sait, c'est le moment, en 1991, de la fin du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, ce n'est pas un bout de papier, c'est une réalité concrète. C'est-à-dire, ce sont des milliers d'hommes russes qui rentrent à la maison de façon honteuse et qui laissent des baraques, des baraquements en Hongrie, sur le sol des anciennes démocraties populaires. Il n'y en avait pas en Roumanie. Les troupes soviétiques avaient quitté la Roumanie dès 1958, parce que la Roumanie avait été un pays très loyal à l'Union soviétique en 1956, donc il n'y avait plus besoin de contrôler physiquement la loyauté de la Roumanie. Donc ça, ce sont des images, et plus que des images, ce sont des souvenirs. Yeltsin, par exemple, suppliait Clinton de financer la construction de casernes pour le retour des troupes du pacte de Varsovie en Russie. Ça représente des centaines de milliers d'hommes qui rentrent et qui rentrent des faits. Ils l'ont vécu comme une défaite. Or, ils étaient rentrés d'Afghanistan 2-3 ans auparavant. Donc il y a un cumul de désolation sur ce terrain-là. Enfin, la Russie décomposée, c'est une Russie
qui laisse apparaître, on s'en est aperçu déjà avec l'affaire de Tchernobyl, au moment de la perestroïka en 1988, mais qui laisse apparaître la désolation écologique, c'est vrai pour tout le bloc de l'Est, mais c'est vrai particulièrement en Russie. Donc je dirais, l'homme de fer était capable de vaincre la nature. Non, il a cassé la nature, et ce régime, ce communisme, a cassé la nature. La pire des humiliations, le pire des échecs, c'est sans doute la réunification de l'Allemagne à la hâte et très vite, gérée magistralement par le chancelier Kohl et par Gorbatchev, dans les structures de l'euro-atlantisme. Comprenez bien, pour la Russie, c'est la défaite, puisque la victoire, c'était l'occupation de l'Allemagne, et ça avait été la formation de la vitrine du socialisme, qui était la RDA. Je crois que l'ensemble de ces données amène à comprendre les terrains sur lesquels il joue aujourd'hui, pas à pas, depuis une dizaine d'années, pour récupérer non pas le territoire, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas envahir l'Ukraine, mais pour récupérer une honorabilité perdue pendant ces 2 années et le chaos économique et social difficile, les difficiles années 90. Vous pourriez me dire, mais ça fait très longtemps, ça fait 20 ans. Oui, mais les hommes au pouvoir aujourd'hui, Medvedev est un peu plus jeune, ont une 50aine d'années et plus, ils avaient 30 ans, ils avaient déjà des fonctions importantes, c'était le cas de Poutine, et ils appartiennent à des familles qui étaient déjà des familles du système et qui ont vécu cette défaite en pleine face. Décomposition, recomposition. Et je vais aller vers de l'ultra-volontarisme et l'ultra-positif. Il y a d'abord une recomposition territoriale. Je le disais, la Russie n'envahit pas les territoires perdus. Les chars soviétiques ne vont pas pénétrer à Prague ou à Budapest, ni même à Bucarest. C'est une époque tout à fait révolue. Mais elle exerce une influence territoriale par le biais politique, et de façon, à l'heure actuelle, extrêmement habile et extrêmement efficace. Prenons plusieurs exemples. Le cas de l'Ukraine. La Russie s'est visiblement inquiétée lors des révolutions de toutes les fleurs, de tous les fruits en Géorgie et en Ukraine. Mais aujourd'hui, après les dernières élections, l'Ukraine est un pays qui renoue des relations hyper positives, hyper amicales et un véritable partenariat dans l'intérêt bilatéral avec la Russie, sans qu'il y ait apparemment de soubresauts ou de difficultés visibles. Un autre pays que la Russie réinvestit en douceur, c'est la République de Moldavie. La République de Moldavie a fait une révolution démocratique en avril 2009. Il y a aujourd'hui une coalition de démocrates au pouvoir, mais il y a parmi ces démocrates un ex-communiste qui a un visage occidentaliste, qui est ouvert, qui est un économiste, qui est un homme extrêmement brillant. Il s'est exprimé à l'IFRI il y a 2 années, tout le monde était émerveillé par un Moldave brillant économiste. Et le pouls à l'oreille de Moscou, ce monsieur, très vraisemblablement, c'est son parti et cette tendance qu'il emportera lors des prochaines élections qui vont avoir lieu le 25 novembre, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a un retour, non pas un retour en force, mais un retour réel d'un soft power via l'outil politique, je ne dirais pas l'arme politique, pourquoi militariser ce qui ne l'est pas. La Russie est là militairement présente, vu les maladresses commises par le président Saakashvili en août 2008, elle est présente dans les partis sécessionnistes de l'Abkhazie et de l'Ossétie, et en dépit des accords passés sous la présidence française durant l'été, la présidence européenne française durant l'été 2008, la Russie installe ses missiles en Ossétie, en Abkhazie. Alors, c'est à nuancer quand je dis que ça n'est pas un outil, c'est une manière politique, dans la mesure où il y a des retombées militaires. Dans le cas de l'Ukraine, la Russie devait quitter Sébastopol, la base qu'elle louait à l'Ukraine, en 2017. L'échéance est largement repoussée à 40 ans et plus. Donc, il ne faut pas trop simplifier. Je dis c'est bien un enjeu politique, mais qui a des retombées économiques dans le cas de l'Ukraine, militaires également, militaires en Abkhazie et en Ossétie. Il s'agit de construire là de futures bases navales. Ce qui est moins visible, c'est que la Russie renoue des liens serrés avec des pays que nous pensons, parce qu'ils sont assez francophones de tradition, anti-russes, et qui se sont longtemps présentés comme anti-russes. La Russie renoue pragmatiquement des liens très serrés avec la Roumanie. Le problème est qu'à Bucarest, les politiques ne savent pas trouver le langage
de ce resserrement des liens avec la Russie et qui sont horriblement gênés. L'un d'entre eux, qui est sénateur et qui préside la commission des affaires étrangères, me disait « Mais comment expliquer à mes électeurs qu'on a des relations pragmatiques excellentes avec les Russes ?» Je lui dis « Écoutez, là, je ne sais pas, parce qu'effectivement, vous risquez de perdre les prochaines élections, dans la mesure où l'opinion publique est traditionnellement en Roumanie anti-russe. Mais il y a d'importants investissements russes dans la Syrie, dans les aciers, et à l'heure actuelle, des négociations entre Bucarest et Gazprom pour que la Roumanie participe au circuit South Stream avec la Bulgarie. Enfin, vous avez peut-être suivi l'actualité de cet été, et c'est extraordinaire, dramatique, ça s'est terminé de façon tragique, dramatique, réconciliation russo-polonaise, en dépit de Katyn, et d'avoir vu cette espèce de repentance russe très bien calculée dans le rapport avec Varsovie. Donc, c'est peut-être une politique précaire dans la mesure où l'opinion publique polonaise est très divisée sur ces enjeux, mais en tout cas, c'est une réalité d'une sorte d'adoucissement des dialogues et des relations sur l'ensemble des périphéries de la Russie. Autre enjeu et autre atout pour la Russie, c'est l'énergie. Je ne parlerai pas aujourd'hui de l'arme énergétique dans la mesure où la Russie a cessé de couper les approvisionnements énergétiques à ses voisins pour les faire se remettre en ordre ou à l'ordre dans le rapport avec elle. Aujourd'hui, l'outil énergétique est un outil de négociation. Il est à l'échelle extrêmement large, à l'échelle de l'Europe. Il est via South Stream, donc à travers les Balkans, la Serbie, la Hongrie, les rapports entre Eni en Italie et Gazprom. Il est avec les gazoducs de Nord Stream et les liens très privilégiés, très serrés, entre la Russie et l'Allemagne. Pensez à la présence et au rôle de Schröder auprès de Gazprom. Et il y a une continuité de la politique allemande en dépit des différences d'appartenance politique entre Schröder et Merkel. Pensez enfin aux accords que Paris a signés, accords militaires, accords énergétiques, EDF, etc., au printemps dernier, en mars 1910, lorsque le président Medvedev a été reçu à grand fracas par notre président à l'Élysée. Troisième élément de la recomposition, donc recomposition politique, usage de l'énergie, c'est la recomposition militaire. La Russie a lancé l'année dernière une grande réforme militaire qui va dans le sens de l'allègement des structures, de l'allègement des effectifs et donc vers une professionnalisation moderne des armées nombreuses, avec en tout cas un corps de sous-officiers beaucoup trop lourd dans l'armée russe antérieurement. Et vous me direz, qu'en est-il de l'idéologie ? Là aussi, l'idéologie, il y a recomposition. D'abord, j'en parlais avec mes étudiants la semaine dernière, c'est assez intéressant, les Russes sont le seul pays communiste qui ne s'est pas inquiété d'avoir été communiste. Tous les autres pays ont commencé à avoir des réflexions, à traduire Stéphane Courtois, à lire Alain Besançon, à savoir quel était le pire des maux, des malheurs du XXe siècle, à avoir des instituts de relecture des crimes du communisme. S'il y a un pays qui, là-dessus, se sent tout à fait tranquille, c'est bien la Russie. En dépit des publications, des colloques, je veux dire, Stéphane Courtois n'y va pas par le dos de la cuillère lorsqu'il parle des crimes du communisme. Les Russes ne rentrent pas dans ce système de la culpabilité. Ils n'avaient donc pas à s'innocenter. Le seul qui a été condamné, c'est Staline en 1956, et pour quelques crimes seulement par le rapport Khrouchtchev. Mais les Russes ne sont pas rentrés dans le système de la repentance ni de l'autocritique. Alors la recomposition idéologique, c'est une recomposition nationale, patriotique, sur laquelle insiste énormément la pédagogie soviétique, la pédagogie la plus révélateur, la pédagogie russe actuelle, qui reprend à son profit la grande histoire de l'Union soviétique, qui efface la défaite de 89-91, qui n'est pas exprimée en termes de défaite, et qui revient sur la grande victoire du XXe siècle, c'est-à-dire la guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. Ici, je dirais, les Russes jouent sur du velours parce qu'il y a une vraie réalité historique de cette victoire, et ils jouent sur du velours parce que personne ne leur chipote ce rapport héroïque à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Même les plus anticommunistes à l'époque du communisme, comme le président Nixon, pour quand même pas soupçonner d'avoir eu des affinités électives pour le communisme, lorsqu'il est allé à Moscou en 1972, a versé des larmes à Leningrad à l'époque, en songeant au siège de Leningrad et au courage des Russes. Il disait les Russes, comme De Gaulle disait les Russes. Donc on leur accorde un pan d'histoire que l'on a interdit ou qu'on a considéré comme mauvais pour les démocraties populaires. Et là, je pense que c'est un débat pour les historiens qui est assez intéressant. Le facteur clé à l'heure actuelle de la recomposition de la Russie, c'est donc la richesse énergétique et la dépendance graduée. Tous les pays n'ont pas la même dépendance en Europe vis-à-vis de la Russie. Certains le sont beaucoup, comme l'Allemagne, comme la Bulgarie, comme la Hongrie. D'autres le sont moins, comme la France, dans une dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Donc il y a cette présence économique réelle, intelligemment jouée, et en même temps une identité nationale qui ne s'interroge que très peu et qui est soutenue par l'assistance de l'orthodoxie. On s'interroge beaucoup aujourd'hui sur le retour du religieux, comme on dit, et savoir quelle est sa signification. En Russie, ce retour du religieux était antérieur à la chute du communisme. Les années 80 ont été des années sombres et il y avait déjà un retour à la mystique orthodoxe et un développement de ce qu'on pourrait appeler des sectes ou des petites églises réformées comme les Mormons, les Baptistes, qui étaient d'ailleurs pourchassés par le système en place. À l'heure actuelle, on a partout à l'Est dans les pays orthodoxes, je pense à la Roumanie notamment, un retour du religieux visible, c'est-à-dire un retour de la présence du patriarcat dans les cérémonies religieuses, une célébration des fêtes de Pâques avec Medvedev et sa femme notamment, dans une posture extrêmement religieuse et extrêmement dévouée vis-à-vis de l'orthodoxie traditionnelle. Donc ce sont des images, l'Église, les parades militaires, les célébrations de la victoire, qui enthousiasment, en tout cas, qui sont un confort pour les opinions publiques, un repère pour les opinions publiques. Composition, recomposition, après la décomposition des périodes de l'effondrement du système soviétique et du système gorbatchevien, je voudrais m'interroger, complexifier un peu le sujet, ne pas être aussi binaire, et m'interroger sur les limites à l'heure actuelle du retour de la puissance russe, sur ses fragilités, sur certains dangers éventuellement pour eux et peut-être pour nous. Il faut comprendre que le retour de la Russie aujourd'hui s'inscrit dans une fenêtre d'opportunité qui est très claire, qui est la volonté de la présidence américaine Obama de reset, de rebooster, de relancer un dialogue extrêmement ouvert, extrêmement transparent. Et Hillary Clinton est sur la même ligne tout à fait qu'Obama sur ce terrain-là, avec Moscou. Pour quelles raisons? Alors on vous répondra tout de suite, Afghanistan, Iran, la menace iranienne, elle est partagée par elle pèse sur les Russes et sur les Américains. Je crois que ça va au-delà. Ça plonge dans la vision du monde qui est celle du président Obama, qui est une philosophie politique qu'il n'a pas les moyens d'appliquer complètement dans un programme contextuel, concret à l'heure actuelle, et on le voit bien avec ses difficultés dans les élections de mi-terme. Mais sa vision du monde, c'est véritablement, il l'a exprimé à Prague, un monde dénucléarisé. Et il pourrait s'entendre sur ce point avec quelqu'un comme Gorbatchev. Il y a une sorte d'affinité humaniste. Je ne dis pas du tout qu'Obama soit léniniste, qui est le cas de Gorbatchev. Mais il y a un humanisme de la paix qui est réel chez Obama et qui était et qui est parfois réel chez les Russes. Il y a donc une volonté du côté américain, quels que soient les propos de ce fameux Rogozin qui insulte, de ne pas réagir aux insultes et de maintenir la porte ouverte dans le dialogue avec la Russie. Obama n'est pas un leader américain qui prêche l'unilatéralisme universel des États-Unis. Il a une culture beaucoup plus complexe et plurielle, donc on n'est absolument plus dans la ligne de ce qui fut celle de Bush, et même dans la ligne de ce qui fut celle de Clinton et Albright, qui déclarait au moment de la guerre du Kosovo en 1999, Albright dit dans ses mémoires, il faut un leadership, et c'est nous, et un leadership universel,
Et tant qu'il y aura un Milosevic à Belgrade, il n'y a pas de possibilité de démocratisation de l'Europe et il n'y a pas de possibilité de notre leadership en Europe. Ça n'est pas du Obama. Pourtant, Albright est une démocrate et elle était à la tête de l'expertise préparant le sommet de l'OTAN du côté américain. Mais je crois que c'est extrêmement important et que ça explique cette espèce de contrôle des États-Unis sur une relation qu'ils veulent maintenir ouverte avec Moscou. Dernièrement, Obama, qui va rencontrer Medvedev dans la logique du G20 au Japon, a souligné que c'était le partenaire avec lequel il avait les relations les plus serrées. Bon. Donc il y a un surlignage de cette volonté d'ouverture et d'en finir avec les stéréotypes ou ce qui pourrait rester de mentalité de méfiance due à la guerre froide. Deuxième élément du contexte qui permet le retour de la Russie, ce sont les grands Européens. L'Allemagne veut le retour de la Russie, c'est un géant économique, ce n'est pas une puissance militaire, et l'Allemagne va vers la Russie va vers l'Allemagne. On l'a vu à Deauville, on le voit régulièrement, et c'est une ligne qui va se poursuivre, dans la mesure où la population allemande et l'opinion allemande n'est pas vouée à la chose militaire. On en a eu peur dans les années 80, on avait peur des pacifistes allemands, puisque notre président de l'époque est allé demander que les Allemands acceptent l'installation des Pershing à Bonn, lorsqu'il s'est exprimé à Bonn, Mitterrand, contre les SS-20 soviétiques. Donc, il y a là une continentalité européenne qui est extrêmement forte et qui sert profondément les intérêts de la Russie comme les intérêts de l'Allemagne. La France, je m'interroge. La France est extrêmement, en cette affaire, ambivalente. Elle est, d'un côté, dès le début de la présidence de Sarkozy, complètement otanienne, et certains lui ont reproché d'être trop dans la ligne de retour dans dans toutes les structures intégrées militaires de l'OTAN. Ça a été largement critiqué par un certain nombre d'observateurs et d'analystes. Donc d'un côté, un engagement très otanien. Nous sommes en Afghanistan, peu nombreux, et nous y sommes restés. Et nous n'avons pas exprimé le désir de partir avant la fin de l'histoire. Enfin, on ne devance pas le départ des Américains. Et de l'autre côté, il y a depuis 2010 une espèce d'agitation qui correspond à des données économiques. Je veux bien, c'est le sort de Saint-Nazaire peut-être qui est en jeu avec la vente des Mistral ou la construction des Mistral. Mais ça va au-delà, il y a une espèce de besoin d'être grand, donc de jouer avec les grands, donc de parler aux Russes. Et ça a toujours été une tentation d'ailleurs de la République française, Troisième République qui tombe dans les bras de Nicolas II avec Poincaré en 1912, De Gaulle qui file à Moscou saluer Staline, dont il laisse un portrait merveilleux dans ses mémoires en décembre 1944, De Gaulle qui recommence, qui file à Moscou en 1966 pour faire son hausse politique avant l'hausse politique allemande, et aujourd'hui la Russie, qui est dans toutes les vitrines en quelque sorte, et ce qui me semble un petit peu surprenant, qu'on en reconnaisse la puissance, l'histoire, la culture, la légitimité nationale, la patrie russe, je veux bien, mais qu'on ne nous dise pas que Medvedev représente le droit et le respect du droit parce qu'il est un homme de formation juridique. Bon, là, je dois dire que je ne me sens pas tout à fait sur la même ligne. Je ne suis pas sûre que nous partagions véritablement les mêmes valeurs. C'est donc dans ce contexte américain, dans ce contexte européen, français, allemand, Grande-Bretagne, il faut attendre. Grande-Bretagne, il faut attendre. Ça se dessine, la réouverture d'une négociation, d'une conversation entre Londres et Moscou, puisque le Premier ministre britannique est attendu à Moscou prochainement. Mais la Grande-Bretagne n'est pas sur la même ligne de fraternité avec les Russes que la ligne française et la ligne de Berlin. Alors on peut dire que c'est un retour en fanfare de la Russie, donner tous les éléments d'une recomposition par le politique, par l'économie, par l'idéologie, etc. La popularité de Poutine qui ne se dément pas, je dis bien la popularité de Poutine. Bon, ce retour en Europe, cette grand, je dirais, besoin qu'on a des Russes en Europe et les Russes ont besoin des Européens, la limite, elle va quand même se trouver sur la question de la sécurité. Que va faire le sommet de l'OTAN mi-novembre ? Il y a un gros problème, il y a deux gros problèmes.
Les Russes sont en train, ils ont accepté l'invitation au sommet de l'OTAN, ce qui est tout à fait intelligent, dans la mesure où ils sont déjà dans un comité OTAN-Russie qui a été monté en 1997, en mai, je vous le rappelle, parce qu'il fallait calmer Yeltsin, alors que l'OTAN s'étendait et que le sommet de l'OTAN devait se réunir à Madrid en juillet 1997, à Paris, en mai, a été signé un traité, monté un comité OTAN-Russie, qui permet donc à la Russie d'avoir un représentant, notamment à Bruxelles, auprès de l'OTAN, et d'être informé de certaines évolutions du concept OTAN. Là, je me pose quand même une grande question. Que vont faire les Russes à Lisbonne, dans la mesure où le concept OTAN tend à l'heure actuelle, et c'est vrai depuis 1999, mais c'est de plus en plus clair, vers un concept d'intervention hors champ des pays membres de l'OTAN, on l'avait déjà vu au Kosovo, mais vers un concept de plus en plus large d'intervention au nom de l'humanitaire, au nom de l'économie, contre la piraterie, enfin, une espèce d'énorme outil OTAN. Alors, est-ce que les Russes peuvent accepter cette formule, rester en dehors et se contenter de leur comité OTAN-Russie, ou est-ce qu'ils vont essayer autre chose? Sur 2 points, ils ont beaucoup gagné. Sur le point de l'extension de l'OTAN, qui nous ont reproché très violemment depuis les années 93, au moment où, en 1994, sont mis en place les premiers partenariats pour la paix. Ils nous ont dit, on a dissous le pacte de Varsovie, c'était un instrument de la guerre froide. L'OTAN, 1949, guerre froide, pourquoi élargissez-vous l'OTAN? Et il suffit de rencontrer n'importe quel patriote russe pour qu'il vous dise, pourquoi avez-vous élargi l'OTAN? Pourquoi la Pologne dans l'OTAN, les Roumains dans l'OTAN? Est-ce qu'un jour vous oserez mettre les Serbes dans l'OTAN? Donc ça, c'est la grande colère de l'extension de l'OTAN, qui est répétée comme une trahison de l'Ouest vis-à-vis de la Russie, qui avait dissous le pacte de Varsovie. Donc là, sur ce point, ils ont gagné, puisqu'ils sont invités au sommet de l'OTAN. Le deuxième point sur lequel ils ont gagné, c'est sur la question des systèmes antimissiles. Vous savez qu'en 2007, l'administration Bush s'était proposée, dans la ligne de ce qu'avait fait Reagan avant, enfin dans cette vaste histoire des systèmes antimissiles, d'installer des systèmes antimissiles, des éléments de systèmes antimissiles en Pologne et en République tchèque. Là, les Russes ont fait semblant de perdre la tête et ont dit que si c'était ça, ils allaient installer des missiles à Kaliningrad. Bon. Ils ne voulaient pas entendre que ce n'était pas un système antimissile dirigé contre eux, une menace qui viendrait de Russie, mais contre des menaces qui venaient, comme le disait l'administration Bush, des rogue states, disons l'Iran pour simplifier. À l'heure actuelle, on leur propose de partager une réflexion sur le système antimissile, d'entrer dans la conception du système antimissile, c'est-à-dire d'entrer dans la logique de la guerre d'aujourd'hui, qui n'est plus la guerre froide, mais qui est la guerre antiterroriste. Et donc d'accepter cette représentation commune de la menace. Donc ils ont beaucoup progressé dans leur avancée. Mais, à mon avis, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Ce qu'ils veulent, c'est la fin de l'OTAN. Et leur grand jeu, et là la position de l'Allemagne est assez dangereuse, c'est de créer une architecture de sécurité européenne, un traité de sécurité européenne, hors OTAN, hors OSCE, hors UE, politique de défense de l'Union européenne. Et on se demande ce qu'on va faire avec ce traité, si ce n'est que ce traité introduit un dysfonctionnement dans le rapport à l'OTAN. Hein. Quelle priorité sera donnée au traité sécurité européenne ou au traité OTAN? Les Américains ont dit, Madame Clinton a été très claire, je crois que c'était en janvier 2010, il faudrait que je vérifie la date exactement. Mais elle a été très claire. Et elle a dit, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On a l'OTAN. On ne va pas avoir, en plus, une architecture de sécurité européenne. Bon, la plupart des pays européens sont aujourd'hui, pour la plupart, membres de l'OTAN. Mais cette idée est bien accueillie à Berlin, est prise très au sérieux. Cette idée, on ne sait pas très bien quoi en faire à Paris, mais elle est prise au sérieux. Et donc, on peut s'interroger sur la possibilité d'un vrai partenariat entre la Russie et l'OTAN, puisque la Russie arrive avec une autre architecture qui est une manière de désolidariser les partenaires de l'OTAN. Ce qui est intéressant, c'est que c'est avec des moyens extrêmement traditionnels, c'est-à-dire le bilatéral privilégié, que la Russie
peut casser des ensembles. Elle joue en bilatéral avec Berlin, elle joue en bilatéral avec Bucarest, en bilatéral avec Sofia. Sofia et Bucarest ne se mettent pas ensemble pour parler avec Moscou, ce qui serait quand même plus solide. Non, c'est chacun y va de son bilatéral. Et donc, le même système, enfin la même tactique est jouée avec les puissances européennes, même si à Deauville, il y avait du trilatéral entre Merkel, Sarkozy et Medvedev. Ce qui me gêne avec la Russie, c'est ce jeu-là. C'est-à-dire, c'est pour ça que je me pose la question, que veut la Russie? Maintenant, que peut la Russie? Je crois qu'il faudrait qu'on cesse de les considérer comme des gens brisés et malades du fait de la décomposition de 89-91. Ok, ils ont perdu à un moment donné la course technologique, ils ont perdu la course idéologique parce que leur population n'était plus dans la croyance du communisme et ne croyait plus le communisme. Et depuis des années, il suffit de regarder les papiers de la CIA qui sont passionnants là-dessus, depuis la moitié des années 70, les enfants du KGB ont déserté l'idéologie communiste. Et c'en est au point que les Américains s'inquiètent de l'état de la jeunesse soviétique des années 70 entre drogue et alcoolisme et le fait que si le père est KGBiste, le fils n'en a. Ça n'intéresse absolument pas à l'idéologie de type communiste. Je crois qu'il faudrait donc qu'on se rende compte que quelque part, cette puissance est nue. Je m'explique. Les Russes n'ont rien à dire. Rien. Sauf leur nation, comme les autres. Je veux dire, ils ont moins à dire que les autres, puisqu'ils ne sont pas démocrates, ils ne sont pas les pères fondateurs de la démocratie, ils n'ont pas fait la révolution de 89, ils n'ont pas inventé Montesquieu, ils n'ont pas la Constitution américaine. Ils n'ont rien à dire. Et c'est sans doute ce qui explique leur dérapage de langage parfois, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas un système de valeurs spécifiques. Et c'est ce qui me fascine, c'est que finalement ils crient parce qu'il n'y a rien à dire. C'est une grande puissance, point. Mais qui n'a pas de message, qui n'a pas de modèle, qui sait ajuster tant bien que mal au modèle capitaliste et qui a besoin des technologies innovantes. Le rêve de Medvedev, ce n'est pas un langage messianique, il n'a rien à dire au niveau du messianique. C'est d'aller visiter ce qu'il a fait à la Silicon Valley et de faire la même chose en Russie. Donc je crois qu'il faudrait qu'on cesse en quelque sorte d'accepter, et là je me démarque un peu de l'attitude d'Obama, qui est une attitude qui me paraît un peu irénique et utopiste, arrêter d'accepter qu'il y a eu un malheur russe, que devant leur malheur russe, on s'incline, qu'on les laisse dire n'importe quoi, et que pour que la Russie ne s'irrite pas, on l'invite à l'OTAN et on lui ouvre les confidentielles défense et toutes les technologies les plus avancées. Ce que loupe la Russie, si elle le loupe, peut-être elle ne le loupera pas, là je ne suis pas une pitié ni prophète, c'est, je crois, cet enjambement qu'il faudrait que les Russes fassent, qui est véritablement d'accepter un partenariat sans dérapage, un réel partenariat dans ce qui est proposé par les Américains, c'est-à-dire la participation à la guerre antiterroriste. Il y a eu un petit signal dernièrement, qui est qu'effectivement, Medvedev a accepté, en se fondant sur l'ONU et les décisions de l'ONU, de ne pas fournir les missiles SS-300 à l'Iran. Il n'a pas dit que c'était pour plaire aux Américains, il a dit que c'était parce que l'ONU. Mais je crois qu'on est à un tournant, et on le verra après Lisbonne. On pourra mesurer si la Russie a quelque chose à faire avec nous, ou si elle continue à jouer lourdement du bilatéral qui casse des objets qui l'ont conduite à la défaite en 89-91, et notamment la technologie militaire de l'OTAN, sans guerre, mais dans la compétition économique et technologique que l'Union soviétique d'alors n'a pas pu suivre. Je pense que c'est un moment extrêmement passionnant dans l'histoire des rapports entre l'Union européenne et les Russes et les États-Unis l'Union européenne et les Russes. Donc à suivre dans l'actualité, véritablement, je plaide pour un suivi très précis de l'actualité OTAN à Lisbonne prochainement.